J'ai entendu que vous avez été assez critique par rapport à l'adoption du budget, qui est fort en lien évidemment avec la PAC. Est-ce que je peux vous demander un peu aussi une réaction à chaud par rapport au vote qui a eu lieu à la Comagri fin janvier, de manière globale? J'ai l'impression en un mot que c'est la réaction qui gagne, autrement dit ceux qui rentrent dans le 21e siècle en regardant le 20e, tant sur le volet politique agricole commune que sur le volet du budget en général. Tout ce qui est politique d'avenir, typiquement dans la politique agricole commune, le deuxième pilier, le pilier du verdissement de la politique agricole commune, c'est ce qui souffre le plus des coupes budgétaires. Si vous prenez le reste du budget européen, c'est la politique de recherche et d'innovation qui passe à la trappe, parce qu'évidemment ça n'intéresse pas grand monde. Et finalement, au profit de quoi? Dans la PAC, de l'aide à la production, je vais dire comme le disait François Hollande, ici même en plénière, la PAC c'est quand même un formidable support pour nos industries agroalimentaires. Oui, ok, personne ne nous l'avait dit aussi clairement, mais c'est clair que c'est ça que c'est. Et quand on regarde la politique de recherche ou les fonds structurels, on va faire plus d'autoroutes et on va aider plus les grandes entreprises qui n'ont en fait pas besoin de l'aide financière de l'Europe pour innover. Et donc on voit bien que c'est à la fois un budget déséquilibré en faveur des gros contre les petits, que ce soit les grosses exploitations agricoles contre les petites, les grosses entreprises contre les petites, et à la fois un budget conservateur au lieu d'être un budget qui se projette dans l'avenir, dans la transformation écologique de notre économie, de notre agriculture. Et donc c'est de ce point de vue-là que pour nous, ce budget, je ne vais même pas dire qu'il n'est pas acceptable, il n'est même pas discutable. On est devant un paquet qui n'a vraiment rien pour nous enthousiasmer. Une de nos préoccupations par rapport à l'impact à l'extérieur de l'Union européenne, c'est cette énorme dépendance de l'Union européenne par rapport aux protéines végétales et par rapport à l'alimentation du bétail. Voilà, on se rend compte qu'il n'y a aucune mesure ambitieuse à ce niveau-là, qu'on va de nouveau dans le mur et qu'un des objectifs de la PAC de 1962 était cette autosuffisance alimentaire qui n'existe pas aujourd'hui. On importe plus de 80% de cette alimentation du bétail. Voilà, comment vous voyez encore des possibilités pour qu'on puisse arrêter ce cercle vicieux dans lequel on est rentré? Quelles sont les marges de manœuvre et qu'est-ce que vous défendrez au vote en plénière en mars? Je pense que ce qui crée des marges de manœuvre, c'est la pression citoyenne. Nous vivons encore heureux en démocratie aujourd'hui. Ce que je constate, c'est que sur les enjeux de politique agricole commune, la mobilisation citoyenne est extrêmement faible. Autrement dit, tant sur certains traités de libre-échange, par exemple, on reçoit des centaines d'emails citoyens qui nous, pas seulement nous les Verts, mais tous les députés européens, reçoivent des centaines de mails qui font comprendre aux députés qu'on les regarde et donc ils font attention à ce qu'ils font. Par contre, sur des dossiers comme la politique agricole commune, sur la dépendance alimentaire colossale de l'Union européenne, eh bien là, curieusement, on n'entend pas grand-chose. Moi, un de mes espoirs, c'est que des crises comme celle que nous vivons avec la viande de cheval qui a été vendue pour la viande de bœuf, qui en fait met en lumière ces circuits alimentaires complètement insensés, j'espère que ce sera un des facteurs de mobilisation citoyenne qui nous permet de dire à un moment, mais c'est tout le système qui est complètement mal foutu, qui est foireux. Autrement dit, ce n'est pas simplement en modifiant un petit peu le système à la marge qu'on va réussir à changer les choses. La question qu'on doit se poser, c'est comment se fait-il que nous soyons d'abord aussi dépendants de l'industrie de la viande et comment se fait-il que notre industrie de la viande soit aussi dépendante pour l'alimentation des animaux de l'extérieur, et je rappelle quand même, de l'extérieur, c'est quand même là qu'on fait des OGM. On dit souvent, en Europe, on a une zone sans OGM, mais en fait, l'Europe est inondée d'OGM. Simplement, on ne les plante pas ici, on les plante en Amérique du Sud, on les plante en Amérique du Nord, en Australie ou ailleurs, mais en tout cas, on veut se donner l'impression qu'on vit ici dans un système où à la fois on est autonome et on a une alimentation de qualité. En fait, ça n'est absolument pas le cas. Donc le début de la mobilisation, c'est d'abord la prise de conscience. Et pour ça, désolé de le dire, et je le regrette, l'action des ONG est importante, mais rien de tel qu'une crise pour que les gens commencent à prendre conscience, pas simplement quelques illuminés, mais le gros de la population prennent conscience qu'il y a quelque chose de complètement tordu dans notre système alimentaire. Et bon, s'alimenter, c'est quand même le début de la vie. Enfin, on en a besoin pour vivre. C'est une des conditions de base à une existence décente. Donc, première chose, c'est la prise de conscience. Deuxième chose, c'est la nécessité de faire voir qu'il y a des alternatives possibles. Autrement dit que non, ce n'est pas parce qu'on change notre mode d'alimentation, qu'on change notre mode d'agriculture,
que pour autant, on retourne, entre guillemets, à l'âge des cavernes. Vous savez, c'est ce qu'on entend souvent. On passe au renouvelable, oui, c'est ça, vous voulez qu'on s'éclaire à la bougie. On veut revenir vers une agriculture soutenable, oui, mais résultat, vous voulez qu'on ne mange plus à sa faim en Europe. Tout ça sont évidemment des arguments qui n'ont aucun fondement, mais ce sont des affirmations qu'on envoie à la figure des gens pour leur faire peur. Et donc, si on veut surmonter cette peur, il faut montrer qu'aujourd'hui déjà, d'autres formules d'agriculture existent en Europe, sont rentables à la fois pour le producteur, sont bénéfiques pour le consommateur, dans des circuits sans doute plus courts, qu'aujourd'hui c'est déjà possible. Donc à la fois économiquement c'est faisable et ça nous permet d'avoir une alimentation suffisante et de qualité. Aujourd'hui il y a déjà des agricultures qui produisent ça. Et donc il faut montrer ce changement. Donc prise de conscience, montrer que des alternatives sont possibles. Et ça n'est que moyennant ces deux éléments-là que je pense qu'on peut avoir une mobilisation citoyenne vis-à-vis du politique pour qu'on arrête de faire des deals finalement peu avouables qui favorisent finalement quelques intérêts, ceux de l'agro-business, au détriment de l'intérêt en fait général de la société. Par rapport à ce qui aurait pu être une mesure structurelle et qui aurait pu pousser le secteur à prendre, en tout cas, faire le premier pas dans la bonne direction, ce qu'on a appelé le verdissement, qui devient aujourd'hui optionnel. Oui, en tout donc cas, ça veut dire clairement qu'il n'aura pas lieu. Qui n'aura pas lieu. Quelle est vraiment la marge de manœuvre? Est-ce que vraiment les députés européens vont pouvoir dire non, on veut quand même cette rotation des cultures qui soit obligatoire et on veut en plus inclure une culture de protéines végétales parce que c'est là qu'on en est. Oui, mais donc le problème c'est que c'est une majorité de députés en commission agriculture qui a dit finalement on ne veut pas du verdissement. Donc le problème, c'est comment faire basculer la majorité de ce Parlement. Oui. Et donc de nouveau, le seul moyen, là c'est peut-être triste à dire, enfin non, je m'en réjouis, mais le seul moyen que les choses changent, c'est que les députés se retrouvent sous pression extérieure, et la pression commence par le regard. Lorsque, comme député, vous savez que vous pouvez tenir un discours très sympa lorsque vous allez voir des fermiers bio ou des associations de consommateurs et que de toute façon, personne n'ira voir comment vous votez vraiment lorsque vous avez les textes devant vous, c'est très facile. Lorsque on se sait regarder, alors on essaye quand même un minimum de mettre ses actes en cohérence avec ses paroles. Et c'est ça qu'il nous faut. Je suis désolé de le dire, mais la pression de l'agro-business, elle est colossale ici, dans les murs du Parlement, dans les murs de la Commission, dans les murs des ministères de l'Agriculture dans les pays membres. Il faut compenser cette pression par une pression citoyenne. C'est le seul moyen de véritablement faire basculer les choses. Sans pression citoyenne, désolé, mais c'est l'agro-business qui continuera à mener la danse ici. La consommation européenne utilise 60% des terres en dehors de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, on parle d'accaparement de terres. On pointe souvent du doigt l'agro-industrie quelque part. Évidemment. Et tout ça par rapport à ça. Mais quelque part, on est tous responsables ici en Europe. On consomme 60% de terres qui ne se trouvent pas en Europe. Bien sûr. Donc la responsabilité est partout. Nous, on appuie des communautés qui subissent ces impacts dans le sud, de ces accaparements de terres qui indirectement viennent aussi des décisions ici au Parlement européen, à l'Union européenne. En commission de développement, certains amendements ont été adoptés qui permettaient d'inclure en tout cas un début de mécanisme de monitoring de ces impacts dans les pays du Sud. Ça a complètement été rejeté finalement. Est-ce que vous croyez que une telle mesure est encore envisageable? En tout cas, nous nous employons à construire des compromis alternatifs avec notamment ceux de la commission développement du Parlement européen, avec ceux de la commission environnement du Parlement européen, pour contrer finalement, pour rééquilibrer le résultat du vote en commission agri. Alors est-ce que ça marchera? On va le voir. En tout cas, c'est clair qu'il y a des députés de tous les groupes qui siègent en commission environnement, en commission développement, qui sont prêts à soutenir une approche qui remette en place ces mécanismes de monitoring. Maintenant, ce n'est pas gagné. À nouveau, sans pression extérieure, je pense qu'on ne gagnera pas. On sait que toutes les 3 minutes, une ferme disparaît en Europe. Il y a eu une demande, de nouveau, les grandes déclarations de la Commission qui a dit on va aider les petites fermes parce que c'est elles qui disparaissent. Et quelques propositions qui avaient été faites, notamment deux mesures principalement, qui étaient un régime spécifique aux petites fermes et puis après une aide à fermer la ferme. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est le forfait est monté à 1 500 pour toutes les petites fermes. Ce qui est très modeste. Ce qui est très modeste. L'aide à l'installation des jeunes, finalement, s'adresse qu'aux jeunes. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de faire une aide à l'installation générale, d'augmenter cette limite de l'âge, parce que c'est aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait une nouvelle génération d'agriculteurs. Quel est un peu votre avis par rapport à ça? Et puis, oui.
Mais j'irai au-delà de ça. Vous n'avez pas cité la mesure qui, à mon sens, est la plus susceptible de favoriser finalement les petites exploitations, c'est le plafonnement des aides. C'est le fait qu'on arrête de donner des millions d'euros à des exploitations qui en réalité n'en ont pas besoin pour leur survie économique. Et donc la Commission avait proposé un plafonnement à 300 000 euros, enfin 300 000 euros par rapport aux 1500 euros que vous mentionnez, c'est colossal, c'est encore beaucoup trop. Nous disons 100 000 euros, c'est le maximum qu'on peut faire. Et donc la question, elle se pose en fait dans toutes les politiques de l'Union. Est-ce qu'on favorise les gros ou les petits? C'est la même chose avec les banques, c'est dans la politique de recherche, est-ce qu'on alloue l'argent prioritairement aux PME versus les grandes entreprises? Dans la politique agricole commune, est-ce qu'on met le paquet sur les petites exploitations ou on met le paquet sur les grosses? Aujourd'hui, reconnaissons-le, on met le paquet sur les grosses. Les grosses qui aujourd'hui n'en ont plus besoin. Désolé, elles n'ont pas besoin de ça pour survivre. Et donc notre thèse, c'est qu'il faut plafonner à 100 000 euros de telle manière à ce qu'en fait la grosse partie du budget aille à des exploitations de taille plus modeste. Quant à la question de l'aide à l'installation, certainement la question de la limite d'âge est peut-être un peu idiote, il n'y a pas de raison. Si des personnes qui étaient hier profs veulent se reconvertir dans l'agriculture, pourquoi pas? Ceci étant, ce que j'observe, et ça c'est quelque chose qui me réjouit, c'est qu'il y a dans la société des jeunes qui ne sont pas fils ou filles d'agriculteurs et qui voient le sens que cela a à aller travailler la terre. Et ça, je pense que c'est un phénomène nouveau et qui peut-être nous aidera là aussi à faire basculer le centre de gravité, à faire sentir cette pression pour un changement et pour un encouragement. L'accès à la terre est un véritable problème. De nouveau, l'accaparement par les gros au détriment des petits, je pense que c'est de cela qu'il faut sortir. Le critère d'agriculteur actif, oui, qui était enfin un des critères qui pouvait peut-être orienter les aides vers une agriculture paysanne qui est en plus qui promeut l'emploi, qui donne de l'emploi aux gens. Et il faudrait qu'on en arrive enfin, quelque part, à ce que ce soit ceux qui travaillent qui reçoivent les aides de la PAC. Maintenant, on a dit non, mais en fait, ça c'est mieux que chaque État membre définisse ce qu'est un agriculteur actif. C'est de nouveau... c'est une manière de vider la mesure de sa substance et faire en sorte en réalité qu'elle ne soit pas mise en œuvre. De nouveau, ce sont les intérêts de l'agrobusiness qui sont défendus en se disant, oui, et c'est toujours un peu cette illusion que ce sont les gros qui créent l'emploi, alors que la réalité, c'est que ce sont les petites exploitations, les petites entreprises, les petites banques qui créent de l'emploi de manière massive, alors que les gros en détruisent. Mais évidemment, d'une part, les petits individuellement n'ont pas le temps ni les ressources pour venir faire du lobbying ici dans les institutions bruxelloises, alors que les gros, évidemment, ont tout ce qu'il faut. Et par ailleurs, 10 petits sont moins visibles qu'un gros, ou 100 petits sont moins visibles qu'un gros. Et donc bien souvent, pour un décideur politique, on va faire attention parce que si par exemple ArcelorMittal détruit 1300 emplois à Liège, ben ça se voit, on en parle au JT. Si par contre 100 fermes créent 1300 emplois, ça ne se voit pas. Et donc on n'y pense pas. Et souvent on réagit un petit peu trop à ce qui est visible et pas assez à ce qui est invisible et qui parfois pèse beaucoup plus lourd. Quelle est la marge de manœuvre? Qu'est-ce qui est encore réaliste? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'ensuite, est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre du côté du Conseil qui va entrer en trilogue? Comment vous voyez ma vision des choses, très honnêtement mois? ma vision des choses est la suivante. C'est de dire, ce sont des enjeux d'une portée démocratique colossale. On a une élection européenne en 2014. Je pense que le seul moyen de retrouver une vraie marge de manœuvre politique, c'est en réalité, à la fois pour le budget général de l'Union européenne, pour le budget de la politique agricole commune, de dire non. C'est-à-dire, non pas de dire essayons de moduler les choses, de refuser le budget. Parce que si le budget, le cadre budgétaire multiannuel 2014-2020 est refusé, qu'est-ce qui se passe? On prolonge pour un an le budget 2013, donc avec toutes ces imperfections, mais qui sont moindres que le nouveau cadre pluriannuel. Et en fait, on se crée alors la possibilité de négocier pour le reste de la période après les élections européennes. Ça, c'est le seul moyen de recréer en fait, à la fois en utilisant l'espace de débat démocratique que les élections vont créer, c'est ça qui va créer la possibilité de vraiment changer le centre de gravité.